bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour cher Manuel Valls. Pourquoi et comment ce livre, qui est comme un cri du cœur contre, mais très bien pesé, très bien situé, écrit avec une écriture à l'os, rien n'étant trop dans les termes que vous employez. Pourquoi et comment ce livre sur Zemmour? Vous avez raison, c'est un cri du cœur et de la raison à la fois, parce que pour combattre l'extrême droite, il faut faire appel aux valeurs, mais aussi à l'argumentation, à la raison. Nous y reviendrons. C'est un combat que je mène depuis longtemps. On me connaît beaucoup, bien sûr, dans mon engagement contre l'antisémitisme, le racisme. Dieudonné et compagnie. Ces mélanges entre l'extrême droite et l'extrême gauche, nous en parlions il y a un instant, contre l'islamisme, bien évidemment. Mais je combats aussi, avec la même détermination, l'extrême droite. Et j'avais déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette vision très rance d'Éric Zemmour quand il avait publié Le Suicide français. Et dans mon dernier livre, mon avant-dernier livre, vous aviez eu la gentillesse aussi de m'inviter sur l'antenne de RCJ, et donc je reviens avec beaucoup de plaisir. J'avais consacré un chapitre à la tenaille identitaire, à Éric Zemmour et à Assa Traoré, à ce polémiste d'extrême droite, mais aussi à l'égérie de l'extrême gauche qui nous explique que la France, sa police, sa justice sont des institutions racistes. Et j'avais dans ce chapitre déjà souligné les manipulations de l'histoire opérées par Éric Zemmour, le danger que cela représentait, le fait que lui ou un autre ou une autre pouvait être candidat et représenter l'extrême droite. Et donc à partir du moment où il a décidé d'être candidat, j'ai pensé qu'il était important à la fois de dénoncer ces manipulations et ces mensonges historiques, d'expliquer pourquoi, nous en dirons un mot je pense, il les utilise, mais aussi pour souligner la nécessité d'avoir un récit républicain. Il ne suffit pas de dénoncer Éric Zemmour et ses thèses, mais aussi il faut proposer quelque chose, il faut parler de la France et renouer avec le récit républicain et de l'espérance. C'est la deuxième partie de votre livre. Exactement. Alors, Zemmour, c'est quand même, aussi bien que Traoré, c'est un projet, mais Zemmour l'exprime mieux. Il maîtrise parfaitement la rhétorique. C'est en cela qu'il est encore plus dangereux que Traoré. Zemmour, c'est un projet, un seul, déconstruire la République. Mais se désengage quand même, il faut le reconnaître, de la République, n'incombe pas au seul Zemmour. Ça a commencé depuis fort longtemps. Oui, bien sûr. Alors, quand on parle de la République, on me dit, mais Zemmour, il est démocrate. D'ailleurs, lui-même dit, l'extrême droite en général, c'est la volonté d'opérer un coup d'État pour en finir avec la République. De toute façon, il ne peut pas le faire. De toute façon, on peut se présenter avec toutes les idées à une élection présidentielle. On a des candidats qui proposent l'abolition du capitalisme, de l'État, de la démocratie. Il fut même un temps où il y avait des candidats qui proposaient le rétablissement de la monarchie. Mais la République, c'est autre chose. C'est une idée des valeurs de la France, comment être... C'est une histoire. C'est une histoire, comment être français. La force de Zemmour, et d'ailleurs il faut lui reconnaître, et en cela il aurait raison, c'est de proposer une continuité de l'histoire. La France ne commence pas en 1789. Et aussi, il parle de la France. Or, depuis longtemps, on ne parle pas assez de la France. Ou, je vais dire les choses autrement, grande partie de la gauche, parfois aussi de la droite, a laissé la France, la nation, la République, les valeurs, la laïcité, donc l'égalité femmes-hommes. On a abandonné cette idée, on l'a laissée à d'autres, on l'a laissée en jachère. Et donc l'extrême droite, ce fut le cas d'ailleurs aussi de Marine Le Pen, s'empare de la nation, de la France, et y compris de la laïcité. Alors qu'on pourrait dire, même si c'est un raccourci historique, que c'est la gauche qui a inventé la République. Et d'une certaine manière, la nation, elle s'est construite tout au long du XIXe siècle, et encore davantage avec la Troisième République. Mais Zemmour est profondément anti-républicain, parce que les faits historiques qu'il utilise parlent d'eux-mêmes. Quand il évoque l'idée que le capitaine Dreyfus ne serait peut-être pas innocent, quand il veut réhabiliter le maréchal Pétain à travers cette vieille thèse flétrie du bouclier et du glaive. Pétain serait le bouclier qui protégerait les Français depuis Vichy. Le glaive et le bouclier, la fameuse théorie. Voilà, et le glaive, c'est de Gaulle depuis Londres, combattant l'ennemi, combattant les nazis. Mais cette thèse, d'abord, n'a jamais résisté au travail des historiens. C'est la thèse, d'abord, des avocats de Pétain au moment de son procès. Il cherche à réhabiliter Pétain en expliquant qu'il a voulu sauver les Français juifs au détriment des étrangers juifs. Mais pourquoi il le fait ?
Parce que Pétain, c'est bien sûr la réaction à la défaite de la France en juin 1940, mais c'est aussi la revanche des anti-républicains, c'est aussi la revanche des anti-Dreyfusards. Et nous le savons tous, et vous le savez, Luce Perrault, vous le savez parfaitement, aussi bien que moi, sinon mieux, que l'affaire Dreyfus est un moment important de consolidation de la République. Fondateur, presque. Fondateur par rapport à une partie de l'état-major, par rapport aux anti-républicains, qu'on les retrouve notamment pas seulement parmi les antisémites. C'est à ce moment-là que Drummond connaît un grand succès avec la France juive qui se vend à des milliers d'exemplaires. C'est l'antisémitisme moderne, si on peut le souligner ainsi. Donc la boucle est bouclée. Et pourquoi Zemmour fait cela ? Parce que lui considère qu'il est capable de réunir ce qu'il appelle, entre guillemets, les droites, que comme il ne vient pas du Front National, comme il ne s'appelle pas Le Pen, il peut plus facilement réunir et rassembler les droites en finissant avec ce cordon sanitaire qui existe depuis la libération entre la droite républicaine et l'extrême droite. Et il le fait je le cite pratiquement, au fond, en sortant de la repentance, de la honte qu'a représenté la collaboration. Et donc, Zemmour est un homme, on va dire, intelligent et cultivé, mais il met cette intelligence et cette culture au service d'une manipulation historique pour un projet politique qui est la constitution d'un bloc d'extrême droite ou d'un bloc national-populiste qui, moi, me paraît être un danger par rapport à notre tradition et surtout par rapport à nos démocratie. Idéaux. Exactement. Alors, mais il ne manipule pas seulement l'histoire, il manipule les chiffres, il manipule les faits également pour définir ce qu'il appelle l'identité de la France. Oui. C'est quand même, ça va très loin. Voilà un autre mot que nous avons laissé à d'autres. La France a une identité. Je pourrais reprendre les magnifiques ouvrages, et le titre d'ailleurs des ouvrages de Fernand Braudel. Au fond, il divise en permanence. Les populistes, la force des populistes, de droite, de gauche, les islamistes aussi, Kamel Daoud en parle très bien quand il évoque le discours des islamistes en Algérie, c'est toujours de donner le sentiment de bien décrire la réalité. Les problèmes de sécurité, les problèmes d'immigration, le fait qu'il y a chez les Français un sentiment d'une forme de déclassement civilisationnel, historique, géopolitique par rapport au monde que nous connaissons. Bon, donc on décrit cette réalité. Évidemment, les solutions, elles sont extrêmes, elles radicalisent, elles affrontent sur tous les sujets. Regardez cette polémique, je l'évoque aussi dans le livre, sur les prénoms, qui blessent d'ailleurs beaucoup de nos compatriotes. Ça blesse la mère d'un soldat tué à Montauban, ça blesse une Rachida Dati, ça blesse tous ceux qui sont profondément français, mais à qui leurs parents ont donné un prénom qui ne s'inscrit pas forcément dans notre tradition. Au fond, à chaque fois, il blesse, il divise, il crée les conditions de l'affrontement. Il nous parle du risque d'une guerre civile, mais en fait, c'est lui qui alimente les conditions de cette confrontation et de cette fracture dans un pays qui est déjà, il est vrai, très divisé, très fracturé. Alors, archipélisé, dirait, c'est très à la mode le mot. Oui, c'est Jérôme Fourquet qui avait trouvé cette définition. Christophe Gully, le géographe aussi. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Comme toutes les sociétés modernes aujourd'hui, industrialisées, les grandes démocraties, elles sont toutes traversées par des divisions territoriales, sociales, d'origine, de classe sociale. Donc oui, c'est cette réalité que nous connaissons. Et la force de la République, ça devrait être son projet, c'est d'unir, pas de diviser. Alors, en principe, c'est le rôle d'un futur président de la République, rassembler. Pour symboliser la France, il faut rassembler. Oui, mais lui, il s'inspire. Au fond, il a et comment peut-il prétendre aux plus hautes fonctions comme ça ? Il a différentes références aujourd'hui. En Europe, Orban, le Premier ministre hongrois. Oui. Mais il a une autre référence. D'ailleurs, il vient de s'entretenir avec lui par téléphone. Je veux parler de Donald Trump. Et au fond, ce qu'on a vu dans la vie politique moderne, c'est que mentir, avoir une image négative, vis-à-vis des femmes, c'est le cas de Zemmour, c'était le cas de Trump, créer les conditions d'une exploitation, désigner les ennemis, les musulmans, les immigrés, etc., au fond n'empêche pas de gagner. Parce que dans un moment où en plus les citoyens qui sont très critiques
de manière injuste, me semble-t-il, mais vis-à-vis des élites et surtout vis-à-vis des responsables politiques et de leur discours, lui qui ne vient pas de la politique, c'est un journaliste, pense que, au fond, l'important c'est d'atteindre le second tour, et on atteint le second tour en créant les conditions, d'abord d'un intérêt pour soi, et en créant les conditions d'un affrontement du débat. Comme aujourd'hui en plus, la mémoire s'éloigne et tout dépend d'une phrase, d'un mot, il a compris qu'en ayant mis sur la table la question, de nouveau, de l'immigration et de l'islam, mais à travers ces mots, le grand remplacement et l'islamisation, ces deux thèmes écrasent tout le reste, écrasent y compris les critiques qu'on peut faire à sa personnalité, et c'est ce qui est arrivé avec Trump. Trump était détesté, mais il était moins détesté qu'Hillary Clinton. Donc Éric Zemmour espère être tout simplement moins détesté qu'Emmanuel Macron pour pouvoir être président. Donc aujourd'hui, beaucoup, notamment dans les extrêmes, considère que l'objectif d'un président de la République n'est pas de rassembler. Mais en tout cas, pour gagner, il faut diviser. Mais Zemmour n'est pas le seul. L'extrême gauche, avec l'antisionisme, a aussi démontré un antisémitisme virulent. C'est l'antisioniste, c'est le cache-sexe, si je puis dire, de l'antisémitisme d'extrême gauche. Oui, ça, je l'ai évoqué d'ailleurs dans ce mon livre précédent et dans ce livre, là, je l'évoque aussi, bien évidemment. Allez, Éric Zemmour, comme hier, Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen, se sont nourris... Oui, mais l'extrême gauche aussi. Non, se sont nourris des insuffisances, se sont nourris des lâchetés. Moi, je pense qu'une des grandes raisons de la crise de la vie politique française, mais surtout de ce rapport à la République, est liée aux abandons de la gauche. Et donc, il est évident qu'une partie de la gauche a abandonné l'universalisme au profit du communautarisme, une autre l'idée même de gouverner, mais une partie de la gauche s'est perdue. C'est perdu parce qu'elle a épousé des combats extrêmement dangereux et même insupportables d'un point de vue politique et moral. Bien évidemment, au nom de l'antisionisme, c'est-à-dire de la critique, croyait-on, de l'État d'Israël, on est passé à l'antisionisme, de l'antisionisme à l'antijudaïsme, de l'antijudaïsme à la haine des Juifs et à l'antisémitisme. C'est la même chose. Donc oui, il y a aussi puissamment ancré un antisémitisme qui est à gauche, et c'est au fond une partie de la gauche accrue. C'est la thèse de Plenel, que les musulmans, c'était une immense communauté et qu'il fallait tout leur passer. Non, les musulmans sont divers, sont eux-mêmes très divisés, comme chacun. Et il visait, cette thèse, elle visait à remplacer le prolétariat par une nouvelle masse informe composée des musulmans et des immigrés. Donc s'il y avait des attentats, s'il y avait de l'antisémitisme, au fond, c'était normal. Et comme il fallait aller chercher leur voix, eh bien, alors on épousait, parce qu'on pensait qu'ils y étaient très sensibles, toutes les thèses à propos d'Israël. Donc oui, vous savez que j'étais un des premiers à le dire, enfin des responsables politiques, l'antisionisme, c'est le nouvel antisémitisme qui arrange beaucoup de gens, c'est un antisionisme de salon et qui a fait florès dans les quartiers. Vladimir Yankelevitch avait déjà écrit tout ça à la fin des années 60. Alors, Zemmour, en fait, c'est Zemmour, l'extrême gauche, la cancel culture, le wokisme. En fait, tout ça, c'est du révisionnisme. Oui, vous avez raison, d'ailleurs, Luce Perrault. Je pense qu'en effet, il y a une guerre des mémoires. L'histoire, c'est toujours des controverses. Et moi, j'aime l'histoire parce qu'il y a des débats. Et grâce aux travaux des historiens, grâce à l'ouverture des archives, on en connaît beaucoup plus. Vous vous rendez compte aujourd'hui aussi, grâce à l'ADN d'une dent retrouvée sur un terrain en jachère, on s'aperçoit que les choses étaient sans doute plus... Veuillez réessayer. Que les choses étaient... nous avons été interrompus par un téléphone. Que les choses étaient plus compliquées au moment de la préhistoire. Bon, donc, on découvre tous les jours. Mais là, il y a aujourd'hui, à gauche et à droite, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, des révisionnistes.
ceux qui veulent déboulonner les statuts, qui veulent nous expliquer que c'est le colonialisme français qui est à l'origine de tous les problèmes, et notamment du fait que la police et la justice, je le disais tout à l'heure, sont vis-à-vis des Français de couleur noire ou d'origine maghrébine ou africaine, sont eux les victimes de ce colonialisme et de ce racisme. Donc ça, c'est une révision de l'histoire. Et d'ailleurs, Zemmour joue là-dessus pour justifier son discours. Et les autres considèrent que le discours de Zemmour justifie leur attitude. Donc les uns et les autres, ces radicalités se nourrissent. Donc il faut remettre de l'ordre intellectuel, de la raison. C'est difficile dans le fracas aujourd'hui, mais c'est ce que Laurent Joly fait dans un autre ouvrage sur Zemmour à propos de la période de Vichy. Il y a un ouvrage collectif d'historiens qui reviennent sur beaucoup d'erreurs et de mensonges et de manipulations dans la collection Tract. Je pense que historiens et politiques doivent faire ce travail. C'est ce que Frédéric Sala avait fait aussi dans un autre livre consacré à Pétain et à De Gaulle. Donc il y a là, je pense, un travail nécessaire, mais qui n'est pas suffisant, parce que dans ce monde médiatique, c'est difficile de faire passer des messages longs et argumentés. D'ailleurs, moi-même, je m'aperçois que je suis trop long dans mes réponses. Non, pas du tout. C'est très important de le dire, et de le dire d'une manière argumentée et précise. Dans la deuxième partie de votre livre, vous essayez de réfléchir à la manière de sortir de ce marécage de haine et de mensonges. Alors, vous revenez à l'idée de nation, mais la nation, pas selon Zemmour, la nation selon Renan. Oui, parce que, au fond, c'est quoi être français ? C'est adhérer à une communauté de valeurs, mais c'est aussi épouser... historiquement, c'est épouser une histoire, voilà. C'est épouser une culture. La République, elle se construit, évidemment, au XIXe siècle, grâce à Michelet, grâce à Lavis, avec une histoire. Nous apprenons à être... C'est beaucoup plus compliqué que cela. Nous sommes tous les descendants des Gaulois, mais il ne s'agissait pas de dire que nous étions tous descendants de Vercingétorix et de Cétresse, mais nous étions, au fond, les héritiers d'une histoire qu'il faut partager, bien sûr, avec ces moments de gloire comme avec ces moments plus sombres. Partageons une langue qui est le français, parlé en plus dans le monde par des millions de personnes. Mais partageons des valeurs. Être français, on n'est pas à travers le sang. On n'est pas en fonction de sa couleur de peau, de son lieu de naissance. La France, c'est un pays qui permet à quelqu'un comme moi, qui suis naturalisé français depuis l'âge de 20 ans, qui suis né à Barcelone, dans le pays voisin qui est l'Espagne, d'être député, ministre et Premier ministre. Bon, donc c'est ça la France. Mais pour être français, il faut partager cette langue, cette culture, ces valeurs et cette histoire. Bon, et donc je pense que la réponse au zemmourisme et à ces discours de haine que nous venons d'évoquer, c'est de se réapproprier la nation, la République, la laïcité, parce que c'est la neutralité, c'est la possibilité de croire et de ne pas croire, c'est aussi protéger les femmes, donc c'est un élément très important, et évidemment la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est-à-dire au fond tous ces gens-là, vous vous rendez compte, on n'a jamais parlé autant de race. Zemmour parle de race blanche, de l'autre côté à l'extrême gauche, on parle de la couleur de peau et de la race noire, on est en train de racialiser, d'essentialiser les origines de chacun. C'est terrible. D'abord, nous ne sommes pas l'Amérique, qui est traversée aussi par... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais l'Amérique cherche, à travers sa puissance politique, économique, culturelle, à travers ses médias et ses universités, à nous imposer ce débat, et la cancel culture et le wokisme. Donc, et la France résiste parce qu'elle a des intellectuels de droite comme de gauche qui ne veulent pas tout cela. Mais on voit bien que nous sommes dans un moment clé, et donc il faut que nous soyons pour écarter ces extrémistes très puissants pour défendre ça. Mais derrière, ça veut dire qu'il faut réhabiliter totalement l'école, la réformer, parce qu'aujourd'hui, elle est plus que jamais le bras armé de la République. Nous l'avons oublié. Ce que disait Michelet que vous évoquiez, qu'est-ce que la politique ? L'éducation. Deuxièmement, qu'est-ce que la politique ? L'éducation. Troisièmement, qu'est-ce que la politique ? L'éducation. Oui, parce que c'est la troisième... La France est une construction, la nation française se construit à travers l'État.
La République, elle se construit à travers l'école, qui est un des éléments de cet État, la colonne vertébrale de l'État et donc de la nation. Et la République pour tous, l'école pour tous, gratuite, laïque, elle permet cette unification. Ça n'a pas été facile, mais elle permet à travers les instituteurs, à travers Ferry, à travers Buisson, à travers leurs textes fondateurs, l'école pour les garçons, l'école pour les filles, parce que ça c'était l'idée de l'égalité, puis ensuite il y aura la mixité, et à travers la langue. Donc c'est ce qui nous fait très différents d'autres pays où la part du privé, où la religion sont beaucoup plus importantes. Donc il faut remettre l'école au cœur de cette construction nationale. Et dans l'école, il y a évidemment le français, les mathématiques, l'histoire, qui sont des éléments particulièrement essentiels. Manuel Valls, le plus choquant dans Zemmour pour vous, qui avez la France qui coule dans vos veines, bien que vous n'ayez aucune goutte de sang français, pour s'y revenir à Romain Gary, autre français d'adoption. Qu'est-ce qui vous choque le plus ? Vous savez, il y a toujours eu des extrémistes, à droite comme à gauche, mais restons sur l'extrême droite. Elle n'a jamais été aussi puissante depuis 150 ans. Il y a toujours eu un courant décliniste, identitaire. Bon, l'Action française avec Maurras, qui était en plus un courant monarchiste, qui a influencé évidemment Vichy. Mais électoralement, ils étaient très faibles. À partir de l'affaire Dreyfus et après le boulangisme et cette victoire des Républicains, cette victoire de Péguy, de Lazare, de Zola, de Clémenceau, bien évidemment, et de Jaurès aussi. Mais elle n'a jamais été aussi puissante depuis 150 ans. À la fois dans les intentions de vote, plus de 30%, si on somme Le Pen et Zemmour, et dans les idées. C'est-à-dire ces idées qui ont pénétré. Donc, au fond, Zemmour est l'instrument de ce mouvement. Mais ce qui m'inquiète, c'est ce bloc national populiste qui est très présent et qui, même s'il ne réussit pas à accéder à l'Élysée, s'il est au second tour, va continuer à inonder, à irriguer, à recomposer le paysage politique. Et donc c'est ça qui m'inquiète. Donc ce livre est aussi le signe de cette inquiétude et du fait qu'il faut le combattre, comme je combats des concepts, celui du grand remplacement, celui de français de papier, celui des prénoms, parce que ce sont des concepts qui sont rentrés dans la tête des gens, mais qui ont une portée idéologique. Le grand remplacement, c'est pas dire qu'il y a une mauvaise politique de peuplement dans les quartiers, ce que j'ai dit, l'apartheid territorial et social, et qui explique que dans beaucoup de nos quartiers, on y vit mal et les gens ne supportent plus, et puis il y a des Français de souche, comme on dit bêtement, qui partent, et surtout en banlieue, des Français juifs qui sont partis parce qu'ils ne supportent plus l'antisémitisme quotidien. Et la peur. Mais donc ça, il faut le traiter, il faut en parler comme il faut une nouvelle politique d'immigration. Mais le grand remplacement, c'est une théorie. C'est celle de Renaud Camus qui explique, une théorie complotiste, qu'on est en train d'organiser le remplacement des populations européennes. Et ces thèses, on les trouve dans les poches des terroristes, et notamment celui du terrorisme d'extrême droite qui a tué des dizaines de fidèles musulmans dans 2 mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc attention, les théories et les mots peuvent tuer, sont faits pour tuer. Donc il faut combattre ces théories qui sont dangereuses, donc il ne faut pas les utiliser à l'emporte-pièce. Combattre Zemmour, c'est essentiel, mais le traité de juifs de service, comme l'a fait Yannick Jadot, ça vous choque ? C'est une erreur, mais évidemment que d'abord ça peut choquer, et puis c'est une faute de tact, c'est une faute de goût, c'est une faute de bien connaître les choses. L'essentialisation n'a pas de sens. Alors, je peux comprendre la réaction, parce que Éric Zemmour utilise l'argument du fait qu'il est juif. Il dit, mais moi, comment voulez-vous que je sois d'extrême droite, je ne peux pas être antisémite puisque Pétain a aboli le décret Crémieux, grand ministre, grand républicain. Il y a un très beau portrait d'ailleurs, un très beau tableau qui était dans les caves du musée d'Orsay et qui est exposé actuellement dans l'exposition à l'Institut du monde arabe sur les Juifs d'Orient. Donc il y a au fond tous les panneaux qui expliquent l'histoire du décret Crémieux et de ce grand ministre qui a été Crémieux. Donc Zemmour se trappe derrière en disant l'indignation, mais non, mais moi j'aurais été victime de Pétain. Et donc à travers cela, il utilise cela pour
pour expliquer l'inqualifiable, c'est-à-dire la manipulation de l'histoire. Donc il y a cette manipulation. Donc je comprends qu'elle révolte cette manipulation. Lui-même s'entourant d'ailleurs de gens, d'antisémites, de gens qui viennent d'extrême droite. C'est d'ailleurs Marine Le Pen qui les connaît bien, puisqu'ils étaient il n'y a pas très longtemps dans son entourage. Et il y en a toujours qui reste. Hein. Où est M. Chatillon, hein? Où est un ami de Soral? Toute cette mouvance néo-nazie, il y en a encore beaucoup aujourd'hui au Rassemblement national. Mais on le retrouve aussi chez Zemmour. Il y a même ceux qui expliquent que vu ce que raconte Éric Zemmour, au fond, il n'est plus juif. Hein. Il y a des mouvements d'extrême droite qui sont autour d'Éric Zemmour. Donc, mais attention à l'essentialisation. D'abord, ça lui permet de se draper encore dans cette indignité et d'accuser certains d'être des antisémites, mais on fait perdre un argument. Donc attention à la manière dont on utilise ces arguments. Manuel Valls, un livre vraiment à lire absolument avant d'aller glisser votre bulletin dans l'urne. Mobilisez-vous, lisez Manuel Valls, lisez Zemmour l'antirépublicain, c'est aux éditions de l'Observatoire.